On retrouve nos invités pour la suite de votre émission Regard croisé. Nos invités, donc, ils sont là, Credo Tété, journaliste, directeur de publication de Le Médium. Il y a également Adam Adjournou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien, coach en développement personnel. On parlait du retour de l'enfant terrible de la politique ivoirienne, Charles Blé Goudé, au pays. On va continuer avant d'aller en République démocratique du Congo. Quel rôle Charles Blé Goudé peut jouer en Côte d'Ivoire? Corneille Kouassi, on est avec vous. Le rôle de la réconciliation, sans doute, mais on l'a dit, derrière lui, c'est un parti comme le FPI qui est décapité. Comment justement le FPI n'est pas décapité. Afin Guessan gère bien le FPI. Mais une partie est partie. Une partie est partie. Plusieurs parties d'ailleurs. Plusieurs parties. Et il y a Nouvelle Génération, il y a... Génération Capable, il y a également le PPACI. PPACI de M. Laurent Gbagbo. Mais je crois bien que... À ce niveau, comment il peut jouer ce rôle de réconciliateur? Non, Blé Goudé, c'est le jeune qui est aimé par tous les camps, que ce soit le camp AFI, que ce soit le camp de PPACI, que ce soit le camp de Simone. Ben, c'est ce monsieur que tout le monde adoubait, c'est ce monsieur que tout le monde voulait voir dans l'arène politique, et aujourd'hui Blé Goudé est dans l'arène politique. Je crois bien qu'on a dit tout à l'heure que c'est monsieur Laurent Gbagbo qui sera le plus grand perdant, parce que les actes que Blé Goudé va poser, les actes que Blé Goudé va faire voir aux Ivoiriens, va faire qu'il y a beaucoup de personnes dans le camp du PPACI qui vont revenir dans le camp de Charles Blé Goudé. Déjà, Kone Katina le disait, s'il y a quelqu'un que nous devrons combattre, c'est Charles Blé Goudé. Parce que ces partisans ne quitteront pas du PDCI ni du RHDP. Kone Katina, il est proche de Laurent Gbagbo. Il est du PDCI. C'est le proche des proches actuellement de Laurent Gbagbo. Donc moi je crois bien que Blé Goudé, il a à gagner beaucoup de choses. Il a pris le temps, pendant les 10 ans où il était en prison, de voir tous les acteurs politiques, de mesurer chacun d'eux, et de pouvoir prendre sa place là où il faut. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il ne faudrait pas que Blé Goudé, à son arrivée, il puisse irriter les aînés. Parce que nous sommes en Afrique. La politique européenne, le plus jeune peut venir dire ce qu'il pense, dire des palmènes, mais les gens vont tolérer cela. Mais en Afrique, on n'arrive pas à tolérer parce qu'on se dit que cet enfant a grandi devant nous. Donc le respect des aînés doit beaucoup compter. Si aujourd'hui Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est parce que le président Alassane Ouattara a voulu que Blé Goudé soit là. Sinon, s'il ne le veut pas, Blé Goudé ne viendra pas. Parce qu'il sait que si Blé Goudé arrive, Blé Goudé va mélanger un peu le schéma politique qu'il a mis en marche. Mais si Blé Goudé vient, c'est parce que Blé Goudé a donné tous les gages au président Ouattara et à son gouvernement qu'il viendra simplement pour parler de paix. Il viendra simplement pour apporter quelque chose de nouveau dans la politique ivoirienne. Donc Blé Goudé a beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a des visions, il a une ambition même de devenir président de la République. Il ne l'a jamais caché, il a toujours dit. Maintenant, si tu veux devenir président, parce que Blé est encore jeune, mais les mastodontes sont encore là, ils ne veulent pas partir. Il faut ruser avec eux, il faut aller doucement avec eux, sinon les gens risquent de t'écraser. Dans la forêt, le rat ne peut pas s'amuser à venir sur le terrain de l'éléphant, sinon il sera écrasé. Et je crois bien que les prisons que Blé Goudé a fait, quand je dis les prisons, parce que ça fait 8 fois que Blé Goudé va en prison. Il est parti en prison dans les prisons de l'Afrique, c'est-à-dire et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Il est parti en prison chez les Blancs. Et pendant les 10 ans, il y a eu beaucoup d'événements. Je leur ai dit tous les jours que la politique, c'est la saine appréciation des situations du moment. Je crois bien que l'évolution de Blé Goudé dépendra de la géopolitique africaine et de la géopolitique internationale. C'est en fonction de ça que je pourrais me prononcer un jour si Blé Goudé aura un avenir meilleur ou pas. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est en 2025. Bien avant, il y aura les élections locales en 2023. Si je ne me trompe pas, son parti, est-ce que Adam Adjournou, le COJEP, pèse aujourd'hui pour que Charles Blé Goudé puisse être candidat justement de ce parti? Il est très difficile de le dire, d'autant plus que c'est un jeune parti politique. Et peser voudrait dire quelque part que vous êtes déjà passé par la case élection qui puisse permettre à l'opinion de pouvoir mesurer votre poids politique. Tel n'est pas le cas avec
Charles Goudé ou avec son parti politique aujourd'hui. Mais ce que l'on sait, tout dépendra véritablement, comme on le dit, de pouvoir prendre le temps de mesurer l'environnement politique. Mais moi, à mon humble avis, serait quand même trop tôt pour lui de pouvoir s'exprimer sur ces élections-là, de pouvoir passer pour, en tout cas, étaler ses ambitions devant celles que nous venons de citer, qui, aujourd'hui, n'essaient pas de cacher, en tout cas, leur départ sur la scène politique. Donc, je pense que si Charles Goudé veut véritablement avoir ou pratiquement recréer un avenir politique qui tienne dans le temps, d'autant plus que nous avons devant nous un jeune, en comparaison donc avec les caciques du pouvoir qui sont toujours là, qui ne veulent pas donc quitter la scène politique. Moi, je pense qu'au lieu de se mettre à porte-à-faux avec eux, de les laisser, surtout étant donné que ces élections, il prendra le temps d'abord de se reconstituer, de véritablement mesurer ce que c'est que le poids politique, en tout cas des adversaires en face, puisque au jour d'aujourd'hui, l'unique parti qui tient véritablement le coup, c'est le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara, mais également les autres partis. Mais je pense que pour lui, ce serait quand même trop tôt. Il faudrait quand même qu'il prenne le temps de pouvoir véritablement lire, faire une lecture approfondie de ce que chacun dans ces acteurs-là, d'autant plus que lui, Simon Gbagbo et Afin Guessan, de toute la façon, qui a fait pièce figure en ce qui concerne ses participations, en tout cas successives des élections. Donc là, on sait véritablement que lui également peut se mesurer, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'il prenne le recul, sinon s'il le fait et qu'il rate, de toutes les façons, cela risquerait de le rattraper et de porter un coup dur à son avenir politique. Credo Tété, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je voudrais un peu nuancer les propos de mon confrère Adam pour dire que, en fait, M. Charles Blé Goudé n'est pas revenu en Côte d'Ivoire pour vendre les beignets. Donc, il est venu, c'est un homme politique, donc il a aussi des ambitions. Donc, dire que c'est trop tôt, il n'est jamais trop tard en politique, il n'est jamais trop tôt. Également, il faut savoir saisir les opportunités. Parce qu'aujourd'hui, le COGEP repose sur qui? Sur l'image, le nom de Charles Blé Goudé, même si c'est structuré. Donc c'est l'image, c'est le charisme de Charles Blé Goudé, les exploits qu'il a eus, qui essaie de donner aujourd'hui du crédit, de la crédibilité au COGEP. Donc là, le COGEP, dans ce mélange politique qu'on peut apprécier aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le COGEP a besoin également de placer ses pions. Même si Charles Blé Goudé ne veut pas jouer le premier rôle, mais avec son aura aujourd'hui, avec tout ce qu'il a comme estime des jeunes, le regain d'estime au niveau de la jeunesse, il peut essayer de positionner le COGEP. Donc je ne parle pas de la personne même de Charles Blé Goudé, mais Charles Blé Goudé peut être un acteur clé qui va définir la politique de la Côte d'Ivoire dans les prochains jours. En faisant quoi? Pas en voulant jouer le premier rôle jusqu'à ambitionner être le président de la République. Mais c'est qu'au niveau de la classe politique ivoirienne aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé qui va essayer de contribuer à faire les rois. Donc il est en quelque sorte un faiseur de rois politiques. Donc là où il va balancer, vous allez voir que dans cette balance-là, dans cette partie de la balance, il y aura beaucoup plus de masse. Il y aura beaucoup plus de masse parce que vous voyez, en voulant, je reviens toujours sur, disons, la trahison de M. Laurent Gbagbo. En voulant prendre le devant sur Charles Blé Goudé, il s'est cogné à un mur et aujourd'hui, cela profite à Blé Goudé. Cela profite à Blé Goudé parce que tout le monde a constaté que, en fait, M. Laurent Gbagbo n'a jamais, bien que Charles Blé Goudé s'était sacrifié pour lui, le considérait comme son papa, son papa politique, mais lui, il avait d'autres calculs derrière la tête. Est-ce qu'il portait réellement Charles Blé Goudé dans son cœur? Sinon, s'il le portait réellement, donc il pouvait poser son veto du côté de Ouattara pour dire « Nous étions deux à la CPI à être jugés et nous avons eu gain de cause ».
pourquoi moi je vais revenir et nous servir par après le langage comme si il voulait se métamorphoser en Jean-Baptiste dans la Bible pour déblayer le chemin. Non, même là, donc on peut essayer de caricaturer cela. Il a essayé de déblayer. Donc on peut le lui concéder. Il a essayé de déblayer le terrain, mais il a mal déblayé le terrain. Qu'aujourd'hui, ça va profiter à Charles Blé Goudé. Donc Charles Blé Goudé va être tiré, va être courtisé de toutes parts. Toutes les obédiences politiques vont vouloir avoir Charles Blé Goudé comme oreille attentive. Et Charles Blé Goudé doit prendre du recul, essayer de savoir qu'aujourd'hui, physiquement, humainement, il est un homme. Mais dans la politique aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est une femme qui doit être courtisée de toutes parts. Donc, il doit avoir la tête sur les épaules pour savoir là où il faut poser les pas, ce qu'il faut dire et au moment opportun. Donc, il doit également avoir de la mesure. Alors, avant de prendre la route de Kinshasa en République démocratique du Congo, cette dernière question, en un moment où on parle de renouvellement de la classe politique de votre pays, la Côte d'Ivoire, où ce sont entre griffes les vieux qui dirigent toujours. Est-ce que c'est l'occasion rêvée pour Charles Blé Goudé de pouvoir s'imposer? Oui, avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Il ne faudrait pas qu'on aille dans la politique de la chaise vide. C'est maintenant que Blé Goudé vient de descendre dans l'arène politique. Parce qu'avant, il avait un mentor. Maintenant, Charles Blé Goudé n'a plus de mentor. C'est un véritable acteur politique qui vient. Il est libre de décider de sa vie politique que d'être sous le protectorat d'un mentor qui était Laurent Gbagbo. Mais si aujourd'hui, nous devons aller aux élections législatives et municipales en 2023, si Charles Blé Goudé ne va pas, ça dit que Charles Blé Goudé n'aura pas, parce qu'il est un parti politique et il est le président du parti politique qui est le COGEP. Or, quand on a un parti politique, il va falloir qu'on ait des députés, qu'on ait des maires, avant de prétendre être au sommet, ambitionner le sommet. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour ambitionner le sommet, ce n'est pas facile pour des jeunes comme nous. Parce que les trois grands sont encore là. Qu'on le veuille ou pas, on ne sait pas quand est-ce qu'ils partiront, mais ils n'empêchent pas les jeunes de briguer des postes de législatifs ou bien de municipales. Il peut commencer par les locales à venir. Blé Goudé peut commencer par là. Et quand Blé Goudé va commencer, Blé Goudé va se mesurer. Le COGEP va se mesurer au PPACI, mais le COGEP ne va pas se mesurer ni au RHDP, ni au PDCI. Mais c'est au PPACI. Et vous allez voir que dans la balance, c'est Blé Goudé qui va toujours gagner. Parce que Blé Goudé a plus de partisans à l'heure actuelle que le PPACI. Allez, on prend la direction de la République démocratique du Congo, où 5 personnes, dont un colonel de l'armée congolaise, ont été tuées dans une attaque menée par les miliciens dans une ville de l'est de ce pays. Des coups de feu ont été donc entendus. C'était samedi à Butembo, important carrefour commercial dans le nord de la province du Nord Kivu. Alors, Adam Adjono, on vous retrouve, et c'est l'œuvre, si on peut le dire, des membres d'une milice d'autodéfense, les Maï Maï, qui justement ces Maï Maï ont attaqué la résidence d'un commando de l'armée. Qu'est-ce qui peut motiver l'action-là, cet acte des Maï Maï? Je crois que c'est un second coup dur pour la RDC de Félix Tshisekedi. Et ce que moi je ne comprends pas, c'est la résurgence, puisque les Maï Maï ne sont pas des groupes d'autodéfense qui sont nés de ces jours-là. C'est un ancien groupe qui a eu véritablement donc à inquiéter cette localité et qui refait encore surface. C'est la même chose qu'on a constaté avec le M23 qui n'a pas fini de dire son mot. Et surtout au moment où la RDC de Félix Tshisekedi essaie de pouvoir donc renouer ou recadrer en tout cas son arsenal militaire pour combattre le M23 dont il est difficile aujourd'hui à pouvoir exprimer puisque les positions sont déjà occupées et que renaissent encore ce groupe, ces milices-là. C'est pourquoi je parlais donc d'un coup dur, puisque aujourd'hui il faudrait véritablement encore déployer d'autres forces à cette localité-là. Parce que quand ça commence comme ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est des gens qui ont commencé par se faire entendre pour se reconstituer et donc vont encore former un autre front qui risque encore d'être très difficile à gérer pour
Félix Tshisekedi, qui a déjà des difficultés à gérer le M23, avec l'appui naturellement du Rwanda. lui a apporté par le Rwanda, mais je pense que l'Ouganda. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, je pense que cela, c'est une sorte d'interpellation à Félix Tshisekedi qui, à la veille des élections, puisque n'oubliez pas également que en temps normal, n'eût été cette mauvaise passe que vit aujourd'hui la RDC, le temps était normalement propice à ce que l'on puisse déjà commencer par parler élection, puisqu'on en était là avant même la résurgence du M23 et vient s'ajouter aujourd'hui le groupe d'autodéfense Maï Maï qui aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un acte isolé, mais véritablement un acte qui permet un positionnement ou une expression envers le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais pour la plupart du temps, on ne va pas toujours mettre, disons, mettre le doigt accusateur sur des étrangers. Les Maïmaï sont connus comme des groupes de défense qui sont d'abord les Congolais eux-mêmes, en tout cas dans leur plus grande majorité. Mais on peut également avoir un glissement d'idées en faisant en sorte que ce que nous avons constaté, puisque de toutes les façons, il y a une similitude. Si je le dis en appelant toujours le M23, c'est justement de dire que, en tout cas, de toutes les façons, les gens essaient aujourd'hui de pouvoir faire appel à des étrangers pour venir donc non seulement avoir des appuis, qu'ils soient financiers, matériels, etc. Ce qui fait que ces groupes-là commencent d'abord par les nationaux, mais finissent toujours par des étrangers. C'est ce qui fait que moi, je suis aujourd'hui d'avis de ceux qui disent que aujourd'hui, on ne doit pas toujours tourner le regard sur les étrangers. Il faudrait quand même constituer un national militaire assez solide, robuste, qui permette de pouvoir défendre les frontières du pays et éviter à ce que nous puissions aller à la résurgence de ces groupes-là qui renaissent et cela risque d'être difficile à l'avenir pour la RDC. Boutembo avait été secoué, c'était fin juillet, par des violences lors des manifestations meurtrières contre la présence des casques bleus des Nations Unies. Les manifestants accusaient les Nations Unies d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés qui sèment la terreur dans cette région. Corneille Kwasi, depuis plus de 30 ans, cette partie orientale de la République démocratique du Congo est en proie aux violences. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, vous comprenez que la RDC, même dans son essence, est mal partie depuis le décès de Lumumba, qui n'a pas voulu que l'Occident puisse avoir la même mise sur leur pays. Mais à un moment donné, il y a eu un complot et ce dernier a été assassiné. Donc vous voyez que quand la base est faussée, quand le fondement de la maison est mal fait, je ne crois pas que la maison puisse tenir longtemps et la maison peut s'écrouler à tout moment. De deux, la RDC est très vaste, très riche. C'est rare de voir en RDC une voie quitter Kinshasa et aller dans une autre province. Tout se fait par le train et tout se fait par les avions. Donc, ce qui fait que si quelqu'un est à l'est et que c'est un contrebandier et qui gagne pour lui là-bas, il préfère avoir une rébellion pour aller contre. Monsieur Kwasi, gardez le fil de votre raisonnement. On va marquer la petite pause, la dernière. On revient pour la suite avec vous.